Nous nous retrouvons pour un plateau qui sera dédié à cette question, qui va tenter de répondre à cette question. Comment concilier l'économie des filières avec les attentes sociétales? On vous propose 4 regards sous l'animation de Romain Piovant, qui est directeur de l'Eat West, qui est un projet qui pose la problématique de comment concilier attentes sociétales et activités agricoles. Autour de la table, autour de Romain, il y aura Sylvie Pénaud, qui est de l'association Lait de Pâturage, Christine Roguet, qui est de l'IFIP, qui nous vient de l'IFIP, Rémi Cristoforetti de Le Gouessant, et enfin Yvan Gégaud, Colliance. Romain, je vais te laisser la main sur l'animation de ce temps et de cette table ronde aux 4 regards. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup, je vais m'autoriser à le faire en votre nom, aux organisateurs de nous avoir invités, donner la possibilité d'échanger autour de cette question qui fait aussi écho à pas mal de choses qu'on a entendues ce matin et qu'on entendra probablement cet après-midi. Merci à vous 4 évidemment d'avoir accepté l'exercice. La question posée, comment concilier l'économie des filières avec les attentes sociétales? 4 regards, pourquoi 4 regards? D'abord parce que vous allez avoir 4 personnes, mais 5 filières, 5 regards filières, première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il va y avoir, et vous allez le voir, on va cheminer ensemble une forme de complémentarité dans la lecture. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, quand on va parler économie, on ne va pas le définir, mais on va parler plutôt, on va appeler vite fait ça microéconomie. Je ne suis pas spécialiste et il y a une économiste dans le panel, donc je fais gaffe à ce que je dis. Mais en gros, on ne va pas parler de macroéconomie, c'est-à-dire de façon globale, mais plutôt ce qui se passe chez chacun de ces partenaires-là. En gros, quand on a dit ça, on va pouvoir rentrer directement dans le sujet si vous le voulez bien, d'abord en vous présentant l'un après l'autre, et ensuite en s'attaquant à la question, en commençant par toi, Yvan, ou par vous, ou toi ou vous, voilà, si tu veux bien. Bonjour tout le monde. Donc Yvan Gégaud, moi je suis le directeur qualité et RSE de Galliance, un peu plus de 25 ans dans les filières animales et en particulier dans la volaille. Donc Galliance, en quelques mots, pour vous le situer, c'est le pôle volaille de la coopérative Terrena. Donc Galliance, c'est 13 sites, c'est un petit milliard de chiffre d'affaires. Et c'est un travail avec un peu plus de 1000 éleveurs. Et donc Terrena, maison mère, on va dire, coopérative, où là, on va retrouver 20 000 adhérents et avec toutes les filières, aussi bien animales que végétales. Sylvie. Donc, bonjour à tous, Sylvie Pénaud, donc je suis secrétaire générale de l'association Lait de Pâturage. Donc, c'est une association qui a été créée il y a maintenant 6 ans par des éleveurs laitiers de l'Ouest qui étaient donc dans le syndicalisme, la FRSEA, les chambres d'agriculture et le GIE Élevage de Bretagne. Et l'objet donc de notre association, c'est de promouvoir les produits laitiers issus d'élevage où les vaches pâturent. Bonjour, Christine Roguet, je travaille au pôle économie de l'IFIP Institut du Porc et principalement sur l'économie de la production avec des approches quantitatives d'évolution du nombre d'élevages, de leurs caractéristiques, et des approches plus qualitatives et sociologiques sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Et j'ai par exemple coordonné le projet Accept qui visait à étudier l'acceptabilité sociale des élevages. Rémi, vous avez un micro à côté de vous. Rémi. Bonjour, donc Rémi Cristoforetti, coopérative directeur général de la coopérative Le Gouessant. Donc une coopérative petite en comparaison de Terrena. Une coopérative qui a un positionnement singulier puisqu'en fait on revendique une coopérative d'élevage. Donc en fait ça veut dire qu'on n'a pas de filière aval et donc on travaille avec des partenaires. On travaille aussi avec Terrena par exemple. On est dans toutes les activités, aussi bien porc, volaille, pondeuse que ruminant. Mais aussi avec un lien végétal fort et une vraie revendication de développement du lien au sol pour l'élevage et une vraie focalisation sur l'élevage. On revendique un positionnement agriculture pluriel et durable parce qu'historiquement, la COP a fait le virage du bio très tôt, dans les années 90,
Et donc on est sur certains segments très engagés dans le bio, on en parlera je pense. Donc par exemple en pondeuse, on a plus de 25% de notre activité qui est faite en bio, donc ce qui est un poids significatif. Donc en quelques chiffres, hein, si c'est 700 millions de chiffre d'affaires, c'est 2500 adhérents en élevage à peu près. Merci beaucoup, c'est parti. Même si on en a parlé un petit peu ce matin, ou en tout cas les intervenants précédents en ont parlé, de cette attente sociétale ou de ces attentes sociétales, je vais m'adresser à toi Yvan. Première question qui vient à l'esprit, de quoi parle-t-on quand on parle d'attente sociétale, ou plus exactement peut-être, de qui parle-t-on ? Alors effectivement, ça a été évoqué ce matin et je me suis retrouvé dans pas mal de propos, mais quand on parle des attentes sociétales, on a parlé de citoyens, on a parlé de consommateurs. Et j'ai coutume d'imager en disant que le citoyen, c'est celui qui rentre dans le magasin et le consommateur, c'est celui qui en ressort en étant passé par les caisses. Et du coup, dit encore autrement, le consommateur, c'est le citoyen auquel s'ajoutent ses propres préoccupations économiques et dont on sait qu'elles ont de plus en plus d'importance et peut-être encore plus dans le contexte que l'on vit aujourd'hui. Donc très clair, on distingue consommateur et citoyen dans ton propos. Rémi, j'allais dire, est-ce que vous partagez ce point de vue ? Si oui ou non, et pourquoi est-ce que cette distinction, si elle est pertinente, devrait être importante ? Alors, on a préparé un entretien, mais je vais répondre différemment, mais parce que pour illustrer le propos, la différence entre le moment citoyen et le moment consommateur, il faut avoir à l'esprit que dans certains cas, c'est 30 secondes. On considère qu'un consommateur reste 30 secondes dans un rayon. Nous, on a fait des études, par exemple, sur l'œuf pour comprendre les choix de l'œuf. Quand on regarde le temps pour choisir une boîte d'œufs, c'est 3 secondes. La plupart des consommateurs choisissent en 3 secondes. Je suis un maniaque de l'observation des consommateurs. Vous allez voir les consommateurs, vous leur demandez quel type d'œuf ils ont mis dans leur panier. 60% ne savent pas lequel ils ont choisi. Ils ne savent pas lequel ils ont choisi. Donc il y a un vrai enjeu dans cette détermination. Le message pour moi, c'est vraiment de se dire, alors il y a des attentes sociétales qui sont évidentes à tous, on en a parlé tout à l'heure, par exemple décarbonation, etc., qui sont transversales. La question c'est, est-ce qu'elles sont perçues ? Est-ce qu'elles sont identifiées et est-ce qu'elles font partie des critères sociétaux importants au moment du choix du consommateur ? Parce que sinon, on a un vrai décalage et on a un vrai hiatus. Petite illustration différente aussi, Assises de l'alimentation. Ouest France a publié la semaine dernière, au moment des Assises de l'alimentation, une enquête qui était assez intéressante sur le prix. Vous avez vu ? Un des premiers engagements des consommateurs, et notamment sur les filières carnées, était la juste rémunération des éleveurs. Juste rémunération des éleveurs. Le pourcentage de consommateurs qui acceptaient de payer plus cher pour mieux rémunérer les éleveurs, il y a 5 ans, c'était 70%. 69%, je crois. Il faudrait regarder l'article de Ouest France. Aujourd'hui, dans le contexte d'inflation, on est passé à 57%. Donc aussi, c'est quelle est la solidité de ces attentes sociétales. Donc c'est vraiment pour moi la difficulté. Donc je partage pleinement, mais quelque part, il y a une vraie versatilité. Et alors, je ne veux pas être que le cynique, mais il faut vraiment qu'on se pose la question de quels sont les vrais sous-jacents de ces attentes sociétales et quelles sont celles qu'on doit servir dans la durée avec un vrai investissement long terme et quelles sont celles que le consommateur accepte de détecter, percevoir et rémunérer. Et ça, pour moi, c'est un vrai enjeu. Est-ce que je suis encore... Voilà, merci. Est-ce qu'il y a moyen qu'il y ait des éléments de réponse, parce que je ne sais plus qui ce matin a cité l'étude Accept qui a été coordonnée par Christine qui est là. Est-ce que tu as des éléments de réponse dans cette étude qui font écho à la fois à ce qu'a dit Yvan et à ce que vient de dire Rémi ? Ce qui me vient à l'esprit, là, c'est qu'effectivement, de nombreux travaux ont montré qu'il y avait ce qu'on appelle une dissonance cognitive entre le citoyen et le consommateur, qui sont pourtant une seule et même personne. C'est-à-dire que le citoyen exprime des opinions, des avis, des attentes sur un sujet dont généralement il ignore beaucoup de choses. Et puis en tant que consommateur, il va avoir des critères de choix. Et pour la viande, d'après un sondage d'opinion qu'on avait réalisé en 2018 pour le litre, justement, le premier critère d'achat qu'ils assumaient pour la viande, c'était le prix devant l'origine. Alors après, pour les attentes sociétales, c'est autre chose. On a vu ce matin, alors on s'est concentré sur le bien-être animal ce matin. Déjà, c'est une chose, c'est un choix.
Et les attentes sociétales qu'on avait identifiées étaient multiples. Sur tout un tas de sujets, il y avait des débats, des aspects. Et en fait, si je peux me permettre de les récapituler, les 4 points avant d'arriver à la réponse. En gros, on avait 1 milliard de sujets qui faisaient débat, qui étaient autant de ce qu'on appelle de micro-controverses, avec des arguments, des crises, etc. Et en fait, on avait 4 registres de débat. On a dit le bien-être qui s'inscrivait dans un registre plus du traitement de l'animal. Et là, il y avait des débats déjà dès le départ. Qu'est-ce que le bien-être animal ? Quelles sont les conditions pour l'atteindre ? Des débats aussi sur même éthique. Est-ce que c'est légitime d'élever des animaux, de les abattre, etc. On avait un registre sur l'environnement, les impacts environnementaux, et un registre sanitaire, les impacts des productions animales sur la santé animale et humaine. Et enfin, des questionnements autour d'un modèle qui est jugé trop concentré structurellement et géographiquement, trop intensif. Bref, on a tous ces piliers et qui traversent des phases. Il y a une époque, le sujet clé, c'était la santé animale avec la crise de l'ESB. À une autre époque, en Bretagne, c'était l'environnement. Après, le bien-être animal est monté en flèche depuis quelques années. Et on sent, tous les acteurs qui travaillent sur cette question du bien-être animal, sentent une sorte d'émoussement, je ne sais pas si c'est ce terme, d'émoussage, dans le sens où, d'une part, il y a une inflation, on reviendra sur les aspects économiques, et d'autre part, il y a des préoccupations encore plus fortes, notamment par rapport au changement climatique. Et pour finir sur la réponse entre le consommateur et le citoyen, dans le projet ACCEP, mais dans d'autres travaux, ce qu'on observait, c'est que cette dissonance cognitive, finalement, elle évolue dans le temps. Pourquoi ? Parce que finalement, les mobilisations citoyennes vont sensibiliser tout le monde, vous, l'opinion publique, à la question. Et cette sensibilisation va conduire à des normes privées, des cahiers des charges, à de nouvelles réglementations qui vont, elles, faire évoluer les normes sociales. Plus personne aujourd'hui imagine castrer à vif des animaux ou les mutiler à vif. On imagine difficilement finalement avoir des animaux qui sont dans des cages toute leur durée de vie, alors que, oui, pour ma génération et pour certains, c'était la norme sociale avant. Il y avait peu de débats. Donc finalement, et pour ceux qui seraient réfractaires au changement, ou alors pour ceux qui disent « moi je m'en fous du bien-être, de manière ce qui compte, c'est le prix », même ceux-là, ils vont être obligés de changer parce qu'il va y avoir des parties prenantes qui vont faire pression sur d'autres, en particulier les distributeurs, qui vont bannir certains produits, les œufs de cage. Voilà, si on voulait acheter des œufs de cage, on ne peut plus. Et même ces consommateurs vont finalement changer et finalement on va avoir une montée en gamme des productions. Donc c'est comme ça que finalement, d'une certaine manière, les choses évoluent aussi. Très bien, très clair, merci beaucoup. On est parti sur la dissonance. Il y a entre le consommateur et le citoyen. Il y a un point qui revient régulièrement dans les attentes exprimées, c'est l'accès à l'extérieur, lait de pâturage. Sylvie, est-ce qu'on est sur un cas, quand on parle de l'accès à l'extérieur des bovins, où on a, j'allais dire consonance, j'en sais rien si ça se dit, on va rester dans les néologismes, entre les attentes de citoyens et les attentes des consommateurs? Alors, c'est vrai que ça a été dit là ce matin, plusieurs reprises. Une attente très très forte, c'est l'accès des vaches au pâturage. Une attente, c'est de voir des vaches dehors qui broutent. C'est vraiment une attente très forte. Et c'est ce qui a été à l'origine de la création de notre association. En fait, les éleveurs laitiers se sont rendus compte que cette pratique du pâturage, elle avait quand même une tendance à disparaître, à diminuer, pas à disparaître, à diminuer, du fait de l'augmentation de la taille des troupeaux, de la robotisation aussi, qui rendent plus difficile la gestion du pâturage. Et donc, les éleveurs laitiers ont souhaité remettre en avant cette pratique des éleveurs, qui correspond justement à une attente des citoyens, des consommateurs. Merci beaucoup. Donc on en parle de ces attentes. La question c'est comment est-ce que vous y accédez collectivement ? Est-ce qu'il suffit de lire les journaux ou d'aller faire un micro-trottoir ? Je pense que non, évidemment. Je vous laisse la parole encore, Sylvie, si vous voulez bien. Comment de votre côté vous accédez à ces attentes sociétales ? Même si la première
qui ressort est la plus évidente parce qu'on l'entend partout Oui, extérieur. c'est vrai Mais qu'il n'y a ça pas ne se besoin de résout pas, faire. ça. Enfin voilà, là, tout le monde en parle. L'accès au pâturage, c'est vraiment une attente très forte. Après, bien sûr, en tant que filière laitière, on se base sur les études qui peuvent être faites par la filière laitière, le CNIEL. Il y a aussi la newsletter qui est très bien faite du CNR BEA, hein, qui nous permet justement d'avoir une synthèse de tout ce qui est attendu, de ce qui se fait, etc., en manière de bien-être animal. Merci beaucoup. On va faire le tour quand même, hein, parce que vous avez des profils différents en termes de structure. Rémi, est-ce qu'en tant que coopérative, de taille modeste, mais pas trop quand même, vous avez une façon complémentaire d'accéder à ces attentes sociétales? Ouais, alors je pense qu'il y a vraiment beaucoup de canaux. Le choix, par exemple, chez nous, qui a été fait, c'était... on a cette barrière d'accès aux consommateurs. C'est-à-dire, nous, on va vendre à des grands acteurs que vous connaissez tous, hein, soit certains de la grande distribution. Il y avait tout à l'heure Intermarché, Agro-Mousquetaire, par exemple. On va vendre à LDC, etc. Et donc, on n'a pas cet accès consommateur. Le choix qui a été fait au sein de la COP, c'est de faire une marque. Donc, on a une marque Terre de Braise. Donc, voilà, profitez-en, achetez, mangez du Terre de Braise, coopérative par nature, produit excellent. Mais l'idée, c'était de la confrontation. Un des sujets simples, c'est qu'on s'est pris une attaque L214. On s'est pris une attaque CIWF. Donc, quelque part, c'est aussi le moyen de faire pénétrer aussi au sein de la coopérative la confrontation à des attentes sociétales particulières. Donc évidemment, on a eu la question de qu'est-ce que vous faites sur les œufs, qu'est-ce que vous faites, etc. Ça, c'est extrêmement important. La grosse difficulté de ça, c'est que typiquement, on ne veut pas être dans l'injonction aléatoire. Et pour nous, la grosse difficulté, c'est vous êtes sur des temps longs en termes d'élevage et de structuration des filières d'élevage. Donc il est essentiel pour nous de nourrir cette réflexion. Alors évidemment, Études Accept, par exemple, on aura l'occasion, je pense, d'en parler, mais on a construit un élevage type à partir de l'étude Accept et on a utilisé ça. L'autre point important, c'est quand même de se dire, on a une vraie réflexion de gouvernance. Donc nous, le choix qui a été fait, c'est un choix de gouvernance où on a un comité dans lequel on va avoir différents donneurs d'ordre et on va partager notre réflexion sur l'analyse stratégique sur ces attentes sociétales. On va élaborer des priorités et elles sont publiques. Donc vous allez sur le site Le Gouessant, vous allez trouver le rapport RSE, vous verrez nos intentions en termes d'amélioration des pratiques d'élevage. Qu'est-ce qu'on a prévu pour les 2-3 prochaines années? Ça permet d'avoir des courriers des lecteurs et ça permet d'avoir une vraie réponse. L'autre point qu'on fait, c'est qu'on invite certaines organisations à échanger sur le fond. Donc, je ne vais pas citer celles qu'on choisit, mais pour être très clair, on choisit des acteurs qui sont plus dans une démarche welfariste que abolitionniste. C'est difficile de discuter avec des gens qui sont dans une logique, on va dire, d'abolition de l'élevage. Mais du coup, on se confronte à ça et ça permet de voir le choix des priorités et la robustesse de nos priorités. Parce qu'un des sujets majeurs dans cette confrontation, il y a le cognitif, mais il y a vraiment le sémantique. Vous connaissez tous, je ne vais pas faire l'adage et je ne vais pas faire un discours sur ferme-usine, mais que signifie ferme-usine? Donc certains sont contre l'interdiction des fermes-usines. Pour l'anecdote, on a un élevage en ce moment, côté de Quimperlé, extension. Je vais un petit peu au-delà des échanges, mais il y a 150 truies. Ils vont passer à 180 truies. Ils sont en train de passer en normes physio, bien-être, etc. Ils sont à 2 dans l'élevage. Aujourd'hui, il y a un collectif anti-ferme-usine qui s'oppose à l'extension pour passer de 150 à 180. Est-ce qu'un élevage qui est géré par un couple est un élevage qui incarne la ferme-usine? On peut vraiment se poser la question. Donc, il y a vraiment la question aussi d'être sûr de bien appréhender les enjeux et le verbatim qui est mis derrière. Et donc, pour nous, ça, c'est vraiment le point qui est tenu sur le fil. Alors, évidemment, confrontation par la marque, confrontation, on va dire, à la parole publique, la médiation, le fait de prendre la parole ici aussi, hein, c'est une façon aussi de structurer notre discours, mais aussi la rationalité des études et des éléments objectifs pour arriver à piloter et gouverner sur le long terme. Information, études, confrontation, à minima. Yvan, même combat, entre guillemets? Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, on se retrouve sur les mêmes leviers et les mêmes méthodes, si j'ose dire. En ce qui nous concerne chez Galiance, et c'est vrai plus globalement chez Terrena, et probablement ailleurs, mais pour savoir un petit peu sentir ces attentes sociétales et ces évolutions à venir, alors il y a évidemment les études classiques qu'on peut avoir de marché, de consommateurs avec nos services marketing,
Mais il y a aussi, je dirais, ce que peut exprimer et véhiculer, peuvent véhiculer nos clients. Ça a été très bien exprimé ce matin avec Agro Mousquetaire, donc, qui ont aussi le regard consommateur et des évolutions. On a aussi, et c'est probablement assez nouveau, un intérêt à savoir dialoguer, à savoir travailler avec des ONG constructives qui peuvent apporter un regard et qui viennent compléter en tant que partie prenante parmi les autres ces attentes sociétales. Et puis on a aussi des instituts, des associations, des instituts, que ce soit le LIT Ouesterel par exemple, ça c'est pour Romain, ou que ce soit l'ITAVI en volaille, enfin en tout cas un certain nombre d'instituts scientifiques qui amènent une caution à tout ça. Et quand vous mélangez tout ça dans des pratiques de co-construction, d'échange, comme on peut en avoir aujourd'hui, on arrive à faire ressortir, je dirais, non seulement les tendances, puis un petit peu plus à se projeter. Et j'associe d'ailleurs dans ce cercle, pour ce qui concerne une coopérative, nos éleveurs, puisque nous travaillons toutes nos orientations, évidemment, avec nos éleveurs et sous la validation de nos éleveurs, puisque c'est encore eux les maîtres chez nous. Merci beaucoup. Approche marché, je vais dire ça comme ça. Christine, peut-être une approche un peu différente en tant qu'institut technique agricole ? Oui, parce que nous, on n'est pas une entreprise qui vendons des produits animaux, et en tant qu'organisme de recherche et de développement, on conduit des projets de recherche, des études. Et pour ce sujet-là, en fait, dès le début des années 2010, il y a eu finalement, les instituts ont senti qu'il se passait des choses, des débats de plus en plus importants et surtout multi-thématiques, comme on a dit. Et en 2012, en fait, le GIS Élevage Demain, qui est devenu le GIS Avenir Élevage, avait lancé un groupe de travail qu'il avait intitulé « L'acceptabilité sociale des élevages ». Et à partir de ce groupe de travail, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, donc l'idée est née dans ce GIS de conduire un projet beaucoup plus ambitieux qui m'a donc été confié et qui a été le projet Accept. Ce projet Accept a associé toutes les filières animales, donc tous les instituts techniques, des partenaires territoriaux avec des chambres d'agriculture. Il y avait aussi les ONG environnementales de bien-être animal dans le comité de pilotage. Et l'objectif de ce projet, donc, qui s'est déroulé de 2014 à 2018, c'était justement de recenser et de décrire précisément les questions qui faisaient débat autour de l'élevage, d'une part, les attentes de nos concitoyens à l'égard de l'élevage, et aussi, il y avait un enjeu très important qui était de mieux comprendre ce qui se joue, de mieux comprendre les mécanismes sociaux dans ces débats. Pour dire, on partait d'un projet qui s'est appelé Accept pour acceptabilité sociale, pour arriver à une thèse qui a conduit Elsa Delanoux sur les controverses entourant l'élevage. Donc nous, notre disque dur, il n'était pas du tout câblé, même en tant qu'ingénieur d'institut technique, pour appréhender ce sujet, qui n'est pas du tout la question de faire accepter nos pratiques à des citoyens ou des consommateurs, plutôt que finalement d'avoir des arguments et finalement réussir à les rassurer, à les convaincre. Et donc, par des approches quantitatives, sondages d'opinion, et surtout par des approches qualitatives, de nombreux entretiens en France et à l'étranger, des focus group avec des citoyens, on est arrivé donc à dresser à la fois cette situation des attentes de société, et c'est là, par exemple, qu'on a vu que, dans le sondage, que la première attente de nos concitoyens, c'est un échantillon représentatif, c'était effectivement que les animaux aient accès à l'air libre. Bon, on était en 2016. Et en 2014, moi, j'avais fait une étude en partenariat avec AgroCampus, avec Yannick Lecosler, sur, en fait, c'était aussi qu'attendaient les jeunes de l'élevage ou que pensaient les jeunes de l'élevage. On était en 2014, mais l'item le plus important, c'était le bien-être animal, loin devant l'environnement, la santé, etc. Donc, c'est par ce type de travaux que, d'une part, on essaye de comprendre ce qui se joue, de le décrire, et d'autre part, le but de nos travaux à l'IFIP, c'est aussi quand même d'anticiper, parce qu'après, on va voir pour les solutions. Et juste pour finir, oui, la finalité appliquée de ce projet, et c'est important, c'était d'outiller les acteurs des filières animales, toute espèce considérée, c'est-à-dire de leur permettre de bien comprendre ce qui se joue, parce que les attentes, même sur des sujets sociologiques comme ça, vous demandez à votre voisin de table, tout le monde a un avis sur tout et tout le monde a des attentes. En revanche, de les étudier proprement et finalement de permettre de comprendre ce qui se joue, ça permettait aux filières aussi d'adapter leur stratégie et finalement d'être un peu plus efficaces aussi dans
leur stratégie qui n'était pas justement que de la com, quoi. Très bien, très très clair, merci beaucoup. S'informer, étudier en objectivant et rationalisant, distinguer entre consommateurs et citoyens, confronter, histoire de faire des convergences, divergences de points de vue, et idéalement co-construire les solutions. Je pense que ce sont les éléments clés autour des attentes. Ça, c'était la partie attente sociétale. Maintenant, on va regarder la partie presque la plus facile. Où est-ce et comment est-ce que vous arrivez, dans certains cas, à concilier dans vos filières respectives ces attentes sociétales avec des impératifs, des obligations ou des contraintes économiques. Je vous propose de commencer, Sylvie, par les bovins qui vont dehors. Comment est-ce que de votre côté, vous arrivez... Ce sont les vaches laitières. Les vaches laitières, pardon. Parce qu'il n'y a pas que des vaches laitières qui C'est vont pas faux. dehors. Comment est-ce que de votre côté, vous arrivez, enfin en tout cas dans votre filière, vous arrivez à concilier ces attentes et des obligations ou des contraintes économiques? Alors là, je vais répondre pour l'association de lait de pâturage, pas pour toute la filière vaches laitières. Donc, au niveau donc, de notre association, donc, qui est composée d'éleveurs laitiers, en fait, nous avons construit des référentiels. Donc, un premier référentiel qui décrit vraiment ce qu'est une pratique de pâturage pour les éleveurs, avec le nombre de jours de pâturage, la surface, le nombre de... combien d'arts par vache, l'enregistrement des journées de pâturage, etc. Donc un référentiel technique. Et puis un deuxième référentiel qui là s'adresse donc aux entreprises laitières, hein, qui va partir donc de la collecte jusqu'à donc la vente des produits laitiers issus donc de ces élevages. Donc, notre premier référentiel est certifié donc, par un organisme certificateur. Hein, et le deuxième est donc aussi contrôlé par ce même organisme, ce qui nous permet donc d'avoir vraiment une traçabilité des pratiques, donc, eh bien, de la pâture jusque donc, le produit que l'on espère être acheté par notre consommateur. Merci beaucoup pour les bovins laits. Yvan, est-ce que tu peux nous parler un peu des poulets de chair, ce que vous faites? Oui, alors avant effectivement de vous dire ce que l'on fait précisément, ça me paraît important aussi de remettre un petit peu en perspective de quoi on parle en termes de production. Parce que j'entends parler de plein air, effectivement, en volaille, il y a également des productions plein air. En termes de ratio, il faut savoir que en France, globalement, vous avez 20% d'animaux qui sortent, quand vous en avez 80% qui ne sortent pas. Quand je ramène ça au niveau du monde, ça devient 98% qui ne sortent pas et 2% qui sortent. Donc, Terrena et Galiance, au niveau de la volaille, il y a maintenant plus de 10 ans, a souhaité, on va dire, s'attaquer, parce que nous avons dans nos productions, évidemment, à la fois des productions biologiques et labels, donc qui sortent à l'extérieur, mais on a souhaité également s'attaquer à ce volet de 80%, considérant qu'il y avait peut-être d'autres façons d'élever, de produire de façon plus vertueuse. Et donc, c'est comme ça qu'est née depuis plusieurs années nos productions, la nouvelle agriculture, que vous pouvez voir passer à la télévision récemment encore. Et donc, l'enjeu, c'était de se dire, je travaille mieux avec moins, au bénéfice de méthodes plus vertueuses, et notamment sur le bien-être animal. Je pourrais l'illustrer ensuite. Et tout en restant, et c'est là qu'il y a l'équilibre à trouver, accessible pour le consommateur, parce qu'effectivement, un produit bio répond à un marché et à une attente de certains consommateurs, le produit label répond à d'autres, et le produit standard répond aussi à d'autres, et qui plus est aujourd'hui où le pouvoir d'achat a de l'importance. Donc il faut trouver ce juste équilibre, et ces méthodes vertueuses, pour en parler au niveau du bien-être animal, ça a été de travailler sur des animaux qui grandissent un peu moins vite. Ça a été de réduire des densités au niveau de l'élevage. Ça a été également d'enrichir nos bâtiments pour, je dirais, être au plus près du comportement naturel, avec des perchoirs, avec des objets à picorer, avec de la lumière naturelle. Et en disant ça, ça me permet de le dire, vous voyez que on parle du bien-être animal, mais il y a aussi le bien-être de l'éleveur.
qui retrouve aussi du sens dans le métier qu'il fait, un certain plaisir, je dirais, au travers de tout cet aménagement et ce mode d'élevage qui est mis en place. Et donc cet équilibre des deux en fait quelque chose de gagnant. Et en tout cas, c'est comme ça qu'on a conçu, je dirais, depuis près de 10 ans, le concept de la nouvelle agriculture. Là, je parle de bien-être, mais je pourrais aussi parler d'autres atouts qui sont derrière, sur des atouts nutritionnels de la volaille et pour demain, des atouts de carbone. Rémi, sur la filière porc, un exemple où ça fonctionne un peu, concilier économie et attente sociétale? Alors typiquement, dans la continuité, un port, vous savez, port c'est une activité où les ports qui vont à l'extérieur, c'est très faible. En pourcentage, on parle de quelques pourcents. Nous, sur le sujet, là, typiquement, alors voilà, c'est un peu opportunément, on s'est découvert, mais je ne savais pas que c'était Christine qui avait fait cette étude Accept. Mais nous, c'était vraiment le début d'une réflexion sur le port. Pour être très clair, la question qu'on se posait, c'était de se dire comment on est capable de passer à l'acte sur une filière. Je vous présente rapidement notre équation. Nous, on est un acteur du port, on fait 5-6% de part de marché. Donc on est plutôt un petit acteur du port. Et donc on s'est dit, on a la possibilité de se décaler à faire des filières valeur ajoutée. On est port fermier label rouge. Par exemple, on est à 80%. On supervise les élevages port fermier label rouge de l'Argoat que vous trouvez dans boucherie, etc., principalement en découpe bouchère, etc., avec un vrai décalage. Et on était un acteur du porc bio. Le porc bio, c'est moins de 1%. C'est encore moins aujourd'hui avec vraiment un gros décalage. Et porc fermier label rouge, en gros, c'est quelques pourcents du marché breton. Donc nous, la question, c'était comment passer à l'acte. On a utilisé cette étude Accept et en se disant comment on peut construire un élevage avec accès plein air. Mais là, c'était la difficulté de se dire comment rationnellement j'arrive à mesurer ça. Et sincèrement, on a commencé par faire un espèce de cahier des charges. Le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a fait une ferme virtuelle qu'on a mis sur YouTube. Et on a eu des retours et des commentaires parce que ça nous permettait de tester, de voir, etc. Et donc, c'était amusant parce qu'en fait, nous, on était convaincus qu'on avait fait un super élevage avec des arbres, avec des accès extérieurs, etc. Et tout le monde nous disait, non, c'est vachement industriel votre truc, etc. C'est moche. Et donc, du coup, on s'est dit, je pense qu'on s'est peut-être un peu raté sur la cible. Et donc, on a continué notre boulot. Et notamment, on a été, pour être très clair, avec des ONG. On est allé en Autriche, on est allé en Suisse, etc. Et petit à petit, on a élaboré un cahier des charges. Mais en revanche, on n'arrivait pas à intéresser un distributeur ou un abatteur en disant on monte une filière ensemble, on construit un cahier des charges. Pour être très clair, il y a certains distributeurs qui étaient en train de construire un cahier des charges avec un système à cliquer d'évolution. On ne le citera pas, mais certains l'auront connu. Donc, un cahier des charges plutôt collectif 1, puis collectif 2, puis collectif 3. Et donc, on avait ce débat et on lui dit, nous, ce qu'on vous propose, c'est de faire une vraie tête de série. Et donc, du coup, on a décidé de construire une tête de série en disant, on va faire un élevage neuf où on va préserver les coûts d'investissement pour l'éleveur. Et c'est la coopérative qui va financer comme un outil de recherche. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait un élevage, il s'appelle l'élevage porc pilote, vous pouvez le trouver. C'est Physior. Et donc, ça a été le moyen de construire ça. L'intérêt, c'est que ça a permis de passer à l'acte et de passer à un schéma de mesure et d'observation. Qu'est-ce qui est attendu? Par exemple, on veut que les porcs soient en accès extérieur, mais qu'est-ce que ça signifie? Quelle est aussi, par exemple, on veut une vie collective. Mais c'est quoi la taille du groupe? Donc, par exemple, là, on a de l'observation RFID avec LIT notamment. On a un système, donc Copix, alors ils ont tous des puces RFID, etc. Et vous apercevez certains pensent que le groupe c'est 20, certains pensent que c'est 6, certains pensent que c'est 10, mais à partir de combien de temps, comme on dit dans le coin, les porcs commencent à chicorer parce qu'il commence à y avoir 2 chefs, quoi. Mais ça, aujourd'hui, ça, on le sait assez peu. Donc, il y a l'idée aussi de se dire, c'est intéressant d'avoir cette démarche, mais il faut être sûr de les rationaliser et être sûr que ça correspond à une attente de l'animal et non une transposition de ce que le consommateur pourrait projeter sur l'animal. Ça, c'est crucial. Et ça, c'était pour nous un gros travail. C'est un investissement. Après, l'autre point important pour nous, c'était de se dire que l'accessibilité en termes de prix ne soit pas non plus démesurée. Si vous raisonnez porc bio, le porc bio coûte à peu près 2 fois plus cer que du porc conventionnel. Je vous fais un ratio à peu près, c'est entre 1,80 et 2 fois plus cher. Donc c'est ce qui explique aujourd'hui que l'accessibilité de cette viande, elle ne passe pas.
Vous avez une vraie difficulté à passer. Vous pouvez le faire parce que vous avez cette volonté militante, ou alors il faut promettre autre chose. C'est-à-dire il faut qu'il soit bio, mais qu'il raconte autre chose. C'est-à-dire c'est du porc de Bigorre bio, ou c'est avec une vraie signature, avec une narration. Mais une segmentation avec 2 fois en élasticité des prix, on n'a pas ça aujourd'hui dans les élevages. Donc nous, on a ramené ça avec un objectif qui était plutôt dans un tunnel de 10 à 15%. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en train de démontrer qu'on est capable d'être dans une performance meilleure que celle-ci. Merci. Vas-y, Yvan. Je voulais juste rebondir. Quand je parlais de segmentation tout à l'heure et d'accessibilité, pour revenir et vous donner aussi sur la partie économique une échelle. Quand on parle de bio sur de la volaille, à l'entrée de l'abattoir, un bio, ça va être si je prends un indice base 100, hein, le 100 étant la production conventionnelle standard, un bio va être autour de 230. Si je prends un label rouge, ça va être autour de 170, 180. Si je prends une production, on va dire, qui sort à l'extérieur, mais qui a un peu moins d'atouts qu'un label rouge, on va être à 150, 160. Et je rajoute à ça, dans aussi les choix de société et de modèles que l'on a, l'économie de marché dans laquelle on est. Parce que si je prends la volaille, un poulet sur 2 que vous consommez, sans le savoir parfois, est importé. Hein. Donc dans des conditions différentes. Néanmoins, elles sont sur le marché et c'est celles que vous consommez pour moitié d'entre elles. Et quand vous êtes sur de l'importation, la base 100 que vous avez en France, elle n'est plus à 100. Je ne la situerai pas, elle est peut-être à 70. Donc vous voyez l'écart du coup que vous mettez. Et du coup, cette notion économique, elle est d'autant plus importante. Et on parlait aussi tout à l'heure de labels, d'information, de méconnaissance du consommateur, c'est clair. On milite beaucoup pour l'étiquetage Origine France, pour au moins laisser le choix en conscience du consommateur de revenir sur de la consommation de viande Origine France. Et ceci pour rééquilibrer les modèles. On peut faire des choix d'orientation en France, mais qui ne soient pas décalés du marché par rapport à ce que je viens de vous dire. Christine, pour faire le lien entre cette partie où on arrive à concilier et où on va un peu moins concilier, ce qu'on va regarder juste après en tant qu'institut technique, et la réponse aurait pu être la même, je suppose, avec les autres instituts techniques, mais là au moins celui du port. Comment est-ce que vous contribuez en tant qu'ITA, institut technique, à apporter des éléments de réponse aux acteurs économiques pour concilier toujours la même question, économie? Il faut que je sois assez bref, peut-être. En quelques mots. En quelques mots, déjà, voilà, un exemple parfait. Et c'est vrai que c'est un grand plaisir d'avoir finalement qu'un projet qu'on a mené, donc tous les instituts techniques, généralement, c'est des projets partenariaux, et que ça aboutisse finalement à une réflexion d'un organisme économique, d'un acteur et qui développe ce type d'outils pour le tester. Et autrement, c'est vrai qu'il faut que je sois très courte, mais en gros, en tant qu'institut technique, on se doit de répondre à tous les enjeux, et si possible de manière anticipée, pour avoir produit les solutions techniques, les solutions économiques, l'accompagnement à la transformation en amont, pour quand le problème arrive. Généralement, quand il arrive, la solution doit être prête tout de suite. Et donc, en 2 mots, 2 exemples. L'arrêt de la castration à vif, qui est effectif depuis l'année dernière. Et en fait, l'IFIP travaillait dessus depuis 2009 pour identifier les meilleures solutions techniques, les innovations, pour avoir aussi des chiffrages économiques. Et donc, on a développé de l'accompagnement, des formations en e-learning. Et vous avez aussi, pour ceux que ça intéresse, un outil qui a été développé accessible en ligne, un simulateur, le SimAlter, qui va chiffrer l'incidence économique de la castration avec anesthésie ou de l'immunocastration par rapport au mal entier. C'est typiquement un sujet brûlant pour lequel il y avait besoin finalement de références, de repères. Et puis autre point sur lequel on est en train de travailler, tout le monde a conscience aujourd'hui qu'il faut faire des évaluations multicritères, parce que quand vous mettez vos animaux dehors, ça a un impact sur l'environnement, sur la santé animale, sur le travail, etc. Et donc là, pour le LIT, justement, le LIT Westerel, on est en train de travailler sur cette évaluation multicritère. Par exemple, si vous mettez vos truies libres en maternité, ou si vous avez des bâtiments multizones, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur l'économie, le travail de l'éleveur, la santé animale, le bien-être animal, évidemment. Donc voilà ce type de travaux, quoi. Merci d'avoir fait vite. Il va nous rester 5 minutes pour ouvrir les débats. Et donc ça veut dire que vous avez 1 minute et quelques chacun pour ouvrir les débats, surtout sur des exemples où c'est pas si simple que ça de concilier. Je vous propose d'en prendre un par filière. On va peut-être commencer par Sylvie avec les bovins.
Pardon, les vaches qui vont dehors. Pardon, on ne partage pas. Assez rapidement. Pardon. Alors, sur le lait de pâturage, ce qui a été convenu dans nos discussions, c'est qu'il faut qu'il y ait une plus-value pour l'éleveur au bout. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille avec les entreprises laitières, donc c'est un point qui est exigé. Ce que ne fixe pas l'association, c'est le niveau de la rémunération supplémentaire, mais elle demande à ce qu'il y ait un plus sur la paye de lait de l'éleveur, et c'est vérifié lors des audits par l'organisme certificateur. Par contre, aujourd'hui, on est confronté, filière laitière, comme toutes les autres filières, à ce contexte d'inflation. Et effectivement, tout ce qui est lait segmenté, lait premium, de même que le lait bio, eh bien, c'est devenu très, très compliqué. Et on revient à ce dont on a parlé au tout début, entre les attentes du citoyen et finalement ce que fait le consommateur lorsqu'il est en acte d'achat. Donc plus compliqué en ce moment à développer tous ces laits-là. Et ils vendent sur la volaille poulet de chair aussi. Oui, donc en volaille, on a un sujet qui est, on l'a pas lâché le terme encore, ce qui est l'European Chicken Commitment. Donc un référentiel construit par les ONG au niveau européen et qui fixe un certain standard de bien-être animal sur justement les volailles en élevage claustré. Et donc ce référentiel, on va dire, fixe un certain nombre d'exigences en termes de croissance des animaux, en termes de souches à utiliser, en termes donc des souches à croissance plus lente, de densité d'élevage plus faible, un certain nombre d'exigences qui vont même jusqu'à l'abattoir, puisqu'il y a une exigence d'avoir une anesthésie gaz plutôt qu'une électronarcose, la jugeant plus favorable au bien-être animal. Et donc ce modèle-là, vers lequel Galliance travaille pour sa marque La Nouvelle Agriculture, néanmoins, n'est pas sans poser un certain nombre de questions pour justement retrouver ce juste équilibre, cette accessibilité de prix, puisque une souche qui pousse moins vite, évidemment, c'est de la performance en élevage en moins, c'est potentiellement du rendement d'abattoir en moins, et donc un prix qui, à la sortie, est plus important. Et donc, par rapport à ce travail-là, on voit bien qu'on a besoin de travailler le sujet, et c'est notre cas avec nos différentes parties prenantes, y compris nos sélectionneurs, par exemple, mais aussi avec nos clients, pour chercher le meilleur modèle qui soit, pour ensuite avoir un prix plus accessible. Il y a des leviers qui sont maintenant connus, c'est de pouvoir arriver à vendre un poulet, ça a toujours 2 filets, 2 ailes et 2 cuisses. Et donc de vendre à l'équilibre au maximum pour éviter de faire supporter sur un morceau un surcoût qui deviendrait du coup inaccessible, je pense au filet en particulier. C'est aussi d'arriver à décortiquer le prix de façon à ce que l'éleveur, qui est le premier maillon, s'y retrouve dans sa rémunération, s'y retrouve dans l'investissement qu'on lui fait porter. Encore une fois, un bâtiment, quand on investit, c'est pour 15 ans. Donc on voit bien que les orientations ne se prennent pas au hasard. Et ce décortiquage au sein de la filière doit effectivement aboutir derrière à un surcoût, parce qu'il est réel, mais un surcoût modéré. Et pour terminer, Rémi, un exemple en 1 minute et pour lancer un peu les débats. J'en avais un, pour être très clair, j'ai un pathos particulier pour la dinde, je le racontais dans l'histoire. On a fait un superbe élevage en dinde, pour être très clair. Je ne sais pas qui c'est qui a mangé de la dinde dans le dernier mois. Voilà. Qui c'est qui a mangé un kebab? Qui a mangé un kebab? On en aura beaucoup plus. En général, il y a... Mais... si vous voulez, la dinde est un animal qui est dans un angle mort. Donc on a fait un superbe élevage, même coût d'exploitation, lumière naturelle, dédensification. On est dans les standards de dédensification parce qu'en fait on fait un mouvement, on a trouvé une solution, on a présenté ça à tous les distributeurs. Taux de retour, 0. 0. Il n'y a pas de campagne sur la dinde, vous n'avez personne qui manifeste pour l'honneur de la dinde. Et donc du coup aujourd'hui l'attachement... Donc il y a vraiment un biais sur le sujet. L'autre exemple que je vais prendre en termes de difficulté, je ne sais pas qui dans la salle sait que entre une poulette bio et une poulette conventionnelle, il y a une différence autre que l'aliment. Qui le sait?
Alors, ce n'est pas la génétique, c'est l'accès extérieur. 2020, il a été décidé que les poulettes bio devaient avoir accès à l'extérieur 30% du temps. La poulette, c'est de 0 à 18 semaines. J'essaye de le faire hyper rapide. 0 à 18 semaines, 30% extérieur. Une poulette qui va devenir pondeuse va globalement faire un cycle complet de l'ordre de, nous on essaye 90-92 semaines au total. Et donc, elle a largement le temps de faire l'accès extérieur dans sa vie de pondeuse, puisqu'elle a accès pondeuse permanent pendant sa vie de pondeuse. Sur la poulette, il a été décidé de faire ça. Donc, modification, donc création de parcours, modification de bâtiment, investissement, spécialisation de la filière poulette. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas du tout perçu par le consommateur. C'est un choix qui coûte 14% sur le prix de l'œuf. Il coûte 14%. Quand on parle de la surcote sur le prix de l'œuf, ça coûte 14%. Et aujourd'hui, on voit une vraie désaffection. Aujourd'hui, Guessan, on l'a partagé publiquement, on a tiré la sonnette d'alarme. On avait à peu près 900 000 poules pondeuses il y a 5 ans en bio. Aujourd'hui, on en a 480 000. On a dû accompagner la déconversion parce qu'on était incapable de vendre et trouver preneur sur nos œufs bio. Donc, typiquement, alors je ne dis pas que le bio est une réponse en bien-être animal, mais il répond à un certain nombre d'attentes sociétales majeures, à mon sens. Et dans ce déséquilibre, vous voyez, on est dans un paradoxe. On va être en pression sur certaines injonctions, mais dans le même temps, on va être obligé d'accompagner une adaptation à des décisions de consommateurs qui sont très fortes. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Je pense qu'on retient le mot notion d'équilibre, en fait, qui revient à peu près dans les exemples succès et difficultés. Je vous propose de remercier nos 4 intervenants en les applaudissant. Merci Romain, merci à nos intervenants. Est-ce que vous avez des questions, des remarques dans la salle? Oui. Bonjour. Vanessa, tout à l'heure, parlait des nouvelles réglementations de l'EFSA. Comment vous, en tant qu'entreprise ou coopérative, vous les abordez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou est-ce que c'est quelque chose aussi qui inquiète les éleveurs avec lesquels vous travaillez dans le cas des coopératives? Alors, on les regarde avec attention. Effectivement, le rapport de l'EFSA n'a pas pour l'instant été repris par la Commission européenne, qui a repoussé à plus tard, on va dire, ses décisions, probablement pour plein de raisons, y compris économiques. Il y a un modèle qui est décrit dans l'avis de l'EFSA qui est très décalé de la réalité technico-économique du marché de la volaille. Je prends un exemple. La densité qui est donnée dans l'avis de l'EFSA, qui dans le mandat qui lui a été donné est complètement déconnecté de l'économique. Hein. C'est un mandat purement technique, bien-être animal, et de 4 animaux au mètre carré. Là où vous avez la production standard qui tourne à 22 animaux, 23 animaux au mètre carré. Donc vous voyez qu'il y a un tel différentiel que de toute façon, on sait que ça ne finira pas à 4, mais on ne sait pas à combien ça finira. Et que derrière, il y a tout simplement un coût à produire, une capacité aussi, puisqu'on se pose beaucoup de questions sur la capacité à nourrir la planète. Il est évident que si vous divisez par 5 vos capacités de production, soit il va falloir faire des bâtiments, mais je ne sais pas où et avec quelle autorisation, soit il va falloir manger autre chose, ou soit il va falloir les importer, donc qui est une contre-performance totale par rapport à ce que l'on veut finalement défendre. Donc oui, on regarde tout ça avec une certaine inquiétude. Pour l'instant, on va dire que l'avis n'a pas été concrétisé au niveau de la Commission. Alors, évidemment, c'est inquiétant parce qu'en fait, voilà, on considère l'EFSA comme vraiment un organisme de référence. Et en termes de position et santé, il y avait quand même... voilà, il y a un poids, c'est pas anodin. Un avis de l'EFSA, c'est pas anodin. Pour être très clair, on le considère peu éclairé, quoi. On le considère peu éclairé et peu en phase avec l'enjeu économique. Je me permets juste à faire un biais, mais total, et pardon, et considérez pas ça comme une échappatoire, mais il faut avoir à l'esprit que par rapport à l'enjeu consommation, l'enjeu alimentaire, il est devant nous. Il est devant nous. Aujourd'hui, on a des enjeux sociétés forts, etc. Et donc, on a un vrai, en tant que coopérative, voilà, on va rentrer dans un groupe on va travailler avec nos administrateurs et notre équipe de direction là, sur justement adaptation, changement climatique, etc. et notre feuille de route stratégique à 10 ans.
Parce qu'en fait, on est convaincu que l'agriculture, on est au cœur de cette équation-là. Mais en revanche, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas résolu l'équation alimentaire. On n'a pas résolu l'équation alimentaire. On a à peu près, à l'issue de cette période Covid, une bascule à peu près de 500 millions de personnes qui étaient en détresse et en famine avant le Covid, à quasiment 800-900 millions. Et on a à table à peu près 1 milliard de personnes qui vont arriver. 1 milliard de personnes qui arrivent. Donc il y a vraiment une équation à poser entre consommation et production. On a un acte personnel à faire individuellement dans ses choix de consommation, etc. Est-ce que tous dans cette salle, on consommera moins de viande dans 10 ans? C'est certain. C'est certain. Mais en revanche, on a plus de monde qui arrive à table. On a plus de monde qui arrive à table. Et avec des gens qui sont en déséquilibre. Donc on a cette double équation à traiter. Et il ne faut pas considérer que cette équation, elle se fera par une équation par l'importation. C'est un peu ce qui se passe dans l'équation actuelle aujourd'hui au niveau de l'équilibre on va dire des protéines carnées en France. C'est un véritable enjeu. Donc je pense qu'il y a une consolidation européenne. Et donc voilà, on est attentif à l'avis de l'EFSA parce qu'on pense que la stratégie, elle doit être à minima européenne, mais avoir vraiment une vision globale de cet enjeu et qui est un enjeu, à mon sens, vraiment majeur. Vraiment majeur. Je voulais juste ajouter, par rapport à cet avis de l'EFSA, des collègues qui sont ici, Valérie Courboulet en parlera peut-être ensuite, on a travaillé sur des évaluations de l'impact économique qu'aurait la mise en œuvre de ces mesures. Je ne sais pas, vous avez une idée en quoi ça se chiffre? En milliards. Milliards d'euros, rien que pour la filière porcine française. L'Allemagne avait fait pareil avant, parce qu'il y a un décalage. C'est pareil, c'était des milliards d'euros qu'il fallait investir. Ils ont commencé plus tôt, ils n'ont pas trouvé la solution. Hein. Bon, après, il y a la guerre, les sanitaires, les crises. Mais c'est des milliards qu'il va falloir investir. Alors, qui va les investir déjà? Comment on va faire pour que les banques suivent les éleveurs? Comment on va trouver des éleveurs qui soient motivés pour prendre ce risque aussi important? Alors, on a des solutions économiques, hein, des contrats, des prises de participation, des choses comme ça. Mais ça ne suffira pas. Et donc, la question, c'est si on y va, qui paye? Alors, si c'est réglementaire, il y aura des aides de la PAC, des choses comme ça. Mais à hauteur de milliards, est-ce que vous avez envie que vos impôts flambent pour financer des milliards comme ça? Autre question? Bonjour, merci pour vos interventions. Vous avez beaucoup parlé d'économie et de conciliation entre le bien-être animal et le porte-monnaie du consommateur ou du citoyen qui devient consommateur. On a très peu parlé de bilan carbone, d'émissions de gaz à effet de serre, qui est quand même aujourd'hui, au-delà d'une attente sociétale, c'est un engagement sociétal. Et personnellement, je cherche encore comment concilier l'amélioration du bien-être animal qui est, comme vous l'avez dit, plus d'animaux dehors, moins de densité d'élevage, plus de kilos d'aliments par kilo de viande ou kilo d'œufs, par l'extensification. Tous ces paramètres ont tendance à augmenter l'impact carbone de nos productions. Et je n'arrive pas à concilier ces deux attentes sociétales. Est-ce que vous avez des exemples où on peut le faire? Alors, je vais plaider. Alors, c'est évident. Hein, nous, on s'est fait l'exercice. On a fait Terre de Braise, on a bossé avec l'ADEME, pour être très clair. Et on a fait une évaluation on avait les 4 filières. On avait encore des poules issues d'élevage en cage. Et on s'est fait la comparaison bilan carbone. Évidemment, les plus performantes, c'est les poules en cage. C'est même désespérant, mais même avec du soja made in Brésil, c'est les plus performantes. En termes d'efficience, elles ne vont jamais dehors, elles ont peu d'espace, elles ne dépensent pas d'énergie, etc. Donc globalement, le bilan carbone. La solution, c'est la réponse. Après, c'est quelle est l'acceptation sociétale par rapport à ça? L'endroit où c'est possible, c'est la filière bovine. Il faut être très clair. L'endroit où on a un retour en grâce, puisque c'est là où c'est intéressant. Vous avez eu des discours hyper simplistes. Vous avez vu émetteur de méthane, 45% du méthane vient de ces pauvres vaches, etc. etc. On ne savait plus par quel orifice venait ce méthane, mais néanmoins. Et donc, vous aviez ça, et c'était l'Alali. Et vous avez un acteur, Jean Covici, pour ne pas le citer, qui était très haro. Je vous invite à lire le Shift Project version 1, qui était haro sur la filière bovin et qui revient en grâce.
Parce qu'en fait, il s'aperçoit aussi que le bovin et le pâturage, c'est la prairie. Et que la prairie, dans l'équilibre carbone, c'est crucial. C'est crucial dans l'équilibre carbone, c'est crucial dans l'équilibre de filtration des eaux, c'est dans la préservation des sols. Et donc, du coup, on est en train de, c'est pareil, réapprendre. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention à des dogmes de la verticalité. Et c'est en ce sens où je rejoins un petit peu le débat qu'on a eu tout à l'heure sur bien-être animal. Les questions, elles ne sont pas encore bien posées. Et on est en train d'apporter des réponses à des questions pour 15 ans, 20 ans, sans avoir vraiment bien posé la question. D'où la nécessité, pour moi, d'un vrai travail scientifique, universitaire, de recherche et collaboratif, et qu'on accepte aussi justement ce genre de médiation et d'échange, parce qu'il va falloir construire une solution collective. C'est-à-dire, il y a une réponse dans le choix du bilan, mais il va dépendre aussi des habitudes de consommation, quoi. Il va aussi l'enjeu alimentaire. Un des enjeux forts, par exemple, on n'en a pas parlé, c'est la perte, les pertes alimentaires sur la filière. Si vous voulez résoudre le problème carbone, il y a 40% à gagner en pertes alimentaires sur l'ensemble de la filière. L'USDA a publié il y a peu de temps une étude, 60% de ces 40%, ils se passent entre le magasin et votre frigo. Donc c'est colossal, c'est colossal. Vous pouvez faire, en faisant attention à ce qu'on achète en tant que consommateur, etc., plus que ce qu'on nous demande à faire, par exemple, en coopérative, ce qui était demandé avec LCA en 3 ans, ça peut être fait instantanément par le consommateur en gestion de ses leftovers, quoi, de ses produits perdus. Donc tout à fait d'accord, mais oui, il y a des réponses, mais en revanche, il y a des solutions... et on va être obligé de rentrer dans des cycles plus complexes, agronomie, lien au sol, etc. C'est une très bonne nouvelle, mais c'est des vrais défis. Mais c'est vrai que spontanément, mettre tous les animaux dehors, ça consomme des surfaces. C'est à mon sens pas possible. Et ensuite, ça consomme, c'est moins efficient. C'est forcément moins efficient. Merci. Dernière question. On est dans une journée bien-être en élevage et pas bien-être animal. Vous avez évoqué référentiel. Cahier des charges, comment vous intégrez cette question-là, comment vous considérez l'éleveur dans la constitution de vos cahiers des charges? Alors, assez spontanément, quand on a fait l'élevage Pierre Morfoise, ça a été vraiment un retour d'expérience. Et alors, vous voyez, je dis l'élevage Pierre Morfoise, du coup je cite le nom de l'éleveur, l'élevage pour pilote, pardon. C'est un lapsus intéressant. Non, ça a été vraiment un sujet intégré. Et donc, ça fait partie de ces sujets avec la dimension bien-être et capacité à gérer. Mais c'est aussi dans le quotidien. Pour être très clair, on a un gros travail de renouvellement des générations et d'attractivité. Donc, pour nous, le bien-être au travail des éleveurs et des salariés en élevage, c'est crucial. Et donc, il y a des choses fondamentales qui sont à faire. Et c'est un travail qui est fait au quotidien. Donc c'est non seulement dans des systèmes de cahier des charges et être sûr d'être vigilant qu'on a des solutions. Le débat par exemple sur la castration du porc, il y avait des solutions qui techniquement n'étaient pas applicables en élevage, donc il faut être certain qu'on ait à chaque fois cette capacité à le faire. Donc ça veut dire expérimenter, mais c'est aussi être incitatif, quoi, apporter des solutions sur les conditions de travail, et ça c'est crucial, et c'est un travail dont on n'est qu'au commencement à mon sens. Après, juste, moi j'ai fait les entretiens avec l'éleveur et ses salariés sur ce type d'élevage pour savoir justement au niveau du travail ce qui changeait, quelles étaient ses motivations et les retours d'expérience. Donc on a 3 entretiens au début, en amont, pendant et à la fin du projet de construction. Et par rapport aux conditions de travail, ce qui m'a marqué aussi, c'est le plaisir qu'avaient ces éleveurs à travailler dans ces bâtiments. L'éleveur et ses salariés. Mais vraiment, et c'est un éleveur qui a plus de 50 ans et qui a 30 ans de carrière dans un élevage de 250 truies conventionnels. Il a fait ce pas-là et de manière, il disait soit il arrêtait, soit il rempilait, mais pour quelque chose finalement qui le remotivait. Donc ça peut s'allier. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à massifier par rapport à tout ce qu'on a dit, ce genre d'initiative. Donc nous, notre référentiel, il est co-construit avec les éleveurs de l'association. Donc voilà, donc ils sont vraiment partie prenante du contenu du référentiel qui les concerne. Peut-être un mot pour dire que nous aussi, d'autant plus en tant que coopérative, les référentiels, on les co-construit avec nos éleveurs. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de surprise.
Par contre, l'élément peut-être intéressant à noter, c'est derrière ce référentiel, c'est aussi ces notions d'audit. Et là, pour le coup, l'éleveur finit par un peu souffrir, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, lassitude aussi de l'accumulation, on va dire, potentiellement des référentiels et des audits. Et là, on a aussi un devoir de vigilance pour essayer de rationaliser tout ça. Merci à vous. On peut les applaudir.